Alors je vous donne une petite explication avant de vous lancer dans ce que vous allez entendre dans quelques secondes, parce que ce que vous allez écouter, eh bien je ne l'aurais pas cru possible il y a encore 2 ans. Il y a quelques temps, donc, je vous ai proposé sur cette chaîne une vidéo sur la question du libre arbitre, très importante. C'est mon point de vue, finalement, ma réflexion de ce que 30 ans de pratique thérapeutique et d'exploration spirituelle, non duelle, m'ont amené à comprendre sur cette question. Une question centrale par rapport à notre condition d'être humain. Et donc, si vous ne l'avez pas vu, je vous mets le lien en description. Je vous conseille de commencer par là, ça pose vraiment les bases. Mais aujourd'hui, je vous propose d'aller beaucoup plus loin, et de manière amusante, puisque j'ai réuni en fait une 50aine, plus même, de documents sur ce sujet, donc des articles de philosophie, des études en neurosciences, des livres, des enseignements spirituels, des podcasts, des vidéos, beaucoup de vidéos. Et donc tout ça, c'est des années de recherche humaine condensées sur ce sujet. Et j'ai confié tout ça à une intelligence artificielle, l'intelligence artificielle de Google, qui est une intelligence artificielle pédagogique, Notebook LM, elle s'appelle, elle est particulièrement pédagogique. Et ce que cette intelligence émotionnelle a produit, c'est assez bluffant. Ça m'a bluffé, en tout cas, elle a synthétisé l'ensemble de tous ces documents et a présenté ça sous forme d'un podcast avec 2 journalistes qui dialoguent, qui se relancent et qui débattent sur le sujet. Et donc, je vais être honnête avec vous, je pense que si je vous avais pas dit que c'était une intelligence artificielle, eh bien, vous auriez peut-être cru, en tout cas au début, que c'était vraiment 2 journalistes. Parce qu'il y a le naturel du dialogue, il y a les relances, les nuances, c'est assez troublant. Alors, est-ce que l'intelligence artificielle nous remplace pour autant? Non, mais pas du tout en fait, mais elle nous permet d'aller plus loin, plus vite, elle nous assiste, et elle nous permet d'aller dans plus de précision parfois. Et c'est exactement ce qu'elle a fait ici. Alors, de quoi parle cette enquête exactement? Eh bien, bon, du libre arbitre, bien sûr, mais derrière ce mot, il y a quelque chose de beaucoup plus grand, vous vous en doutez, parce qu'en fait, on parle peut-être de la plus grande illusion de tous les temps, celle sur laquelle se construisent quasiment, quand on y réfléchit, toutes les religions, toutes les cultures, tous les systèmes politiques et sociaux, partout sur la Terre, l'illusion que nous sommes, que vous êtes un moi séparé, libre de ses choix, auteur de ses décisions. Et cette illusion-là qui est très tenace, c'est la racine de l'ego. Et l'ego, comme vous le savez, j'en parle souvent dans les vidéos, on le voit tous, c'est la source de quasiment toute la souffrance humaine. C'est l'ego qui génère la séparation, la division, le conflit et le chaos que l'on voit sur cette planète. Donc c'est pas un jugement moral, c'est juste factuel en fait, c'est un constat. Et la neuroscience aujourd'hui rejoint ce que les sages non duels disent depuis des millénaires. Et donc vous allez voir ces sages, ces philosophes qui vont être cités dans l'enquête. Alors pour ceux d'entre vous qui sont thérapeutes ou en formation thérapeutique, c'est très intéressant parce que ce que vous allez entendre dans cette enquête, c'est directement lié au travail que nous faisons en tant que thérapeute et que je fais au sein de l'Institut de guidance émotionnelle stratégique depuis des années. C'est accompagner les gens non pas à juste gérer leur ego, c'est-à-dire à le soigner, car il est souffrant, à le rendre plus calme, à l'apaiser, mais surtout à reconnaître qu'ils ne sont pas cet ego. Et c'est ça la déshypnose, qui fait partie donc avec la thérapie brève et puis avec l'hypnose de cette approche complète donc qui est la guidance émotionnelle stratégique. Si ça vous parle, je vous mets le lien en description de la vidéo, juste en dessous. Et puis parmi vous, pour ceux qui ne sont pas thérapeutes, qui est la majorité des gens, mais qui sentent que quelque chose dans tout ça les touche, si ça vous touche personnellement, eh bien j'ai écrit ce livre, donc vous le savez peut-être, pour les non-thérapeutes, sur cette expérience de lâcher prise avec le mental, avec l'ego. Et je vous mets aussi tous les liens en description. Alors maintenant, je vais me taire, je vais laisser la place à cette enquête, et je vous invite à vous laisser porter, écouter avec l'oreille du chercheur, pas du croyant, sans préjugés, juste écouter, oubliez que c'est une intelligence artificielle, juste écouter les principes, la logique, ce qui se révèle, et dites-moi en commentaire, suite à cette enquête, quelle est votre réaction, ça m'intéresse, est-ce qu'il y a ou non, d'après vous, libre arbitre, et surtout, s'il y a un libre arbitre, qui c'est qui l'aurait? Qui est ce moi qui l'aurait? Alors je vous laisse en compagnie de ces 2 journalistes. On commence aujourd'hui avec un concept qui m'a pas mal interpellé.
c'est celui du psychothérapeute Éric Rémacle, la déshypnose. La déshypnose. Oui. L'idée, c'est qu'on vit tous sous une sorte d'hypnose, si tu veux. On est piégé dans des illusions qu'on ne questionne même plus. Et la plus grosse, la plus fondamentale, c'est celle du libre arbitre. C'est vraiment la question centrale en fait. Est-ce qu'on est vraiment les auteurs de nos pensées, les pilotes aux commandes? C'est ça. Et pour y voir plus clair, on a plongé dans pas mal de sources, assez vertigineuses même. Ah oui, on a du lourd. On a le philosophe Spinoza, des neuroscientifiques comme Samaris, et puis des enseignants spirituels comme Didier Weiss ou Rupert Spira. Notre objectif, c'est de déconstruire ensemble cette notion. Elle semble tellement évidente pourtant. Tellement. On va d'abord voir pourquoi de plus en plus de penseurs la voient comme une illusion, avec des preuves. Oui. Ensuite, et c'est là que ça devient étrange, on va voir que si le libre arbitre n'existe pas, l'idée d'un moi séparé, elle vacille aussi. Tout est lié. Et enfin, on verra les conséquences de tout ça. Et contre toute attente, elles sont incroyablement libératrices. Prête pour la déshypnose ? Allons-y. Alors, pour commencer, une des sources, elle qualifie le libre arbitre d'escroquerie. Carrément. Le mot est fort, ouais. C'est fort. La définition classique, c'est la capacité de faire un choix sans aucune influence, en toute indépendance. Mais, est-ce que ça tient la route, ça ? Non, pas vraiment. Quand on y pense, nos choix sont toujours le résultat de notre passé, de notre éducation, de notre humeur du moment, oui. De ce qu'on a mangé le midi. Exactement. Chaque choix, c'est une balance. Et les poids sur cette balance, ce sont nos gènes, notre culture, nos expériences, nos peurs. Et le truc fascinant, c'est que la plupart de ces poids sont ajoutés de manière totalement inconsciente. Et le cerveau, lui, il vient après pour raconter une belle histoire. Voilà. Il observe une décision qui a été prise par des processus hyper complexes, et après coup, il se dit « c'est moi qui décidais ça ». On a l'impression d'être l'auteur, alors qu'en fait, on est plus le spectateur d'un truc qui nous dépasse. Et ce qui est dingue, c'est que les neurosciences du XXIe siècle, avec tous leurs outils, elles ne font que prouver une intuition qu'un philosophe a eue il y a 400 ans. Spinoza, bien sûr. Évidemment. Oui, et son image est d'une clarté incroyable. Il nous dit d'imaginer une pierre qu'on lance. Oui. Si cette pierre, en plein vol, devenait consciente, que penserait-elle ? Elle sentirait son mouvement et elle se dirait « c'est moi qui vole, c'est ma volonté ». Exactement. Elle ignorerait complètement la main qui l'a lancée. Et pour Spinoza, nous sommes cette pierre. On est conscient de nos désirs, mais on est totalement ignorant des causes qui nous poussent à désirer. C'est cette ignorance, donc, qui crée l'illusion de liberté. Et les neurosciences modernes, elles semblent lui donner raison, de manière assez spectaculaire. Je pense aux expériences de Benjamin Libet. Ah, Libet, dans les années 80, un pavé monumental dans la mare, oui. Raconte un peu. L'expérience est très simple en apparence. Il demande à des gens de bouger leurs poignets quand ils le veulent et de noter le moment précis où ils prennent la décision. D'accord. Pendant ce temps, ils mesurent leur activité cérébrale. Et là, le résultat est juste fou. Ils ont vu qu'une activité dans le cerveau, le fameux potentiel de préparation... Le potentiel de préparation. Eh bien, cette activité démarrait plusieurs centaines de millisecondes avant que les gens aient conscience d'avoir pris leur décision. Attends, pour être sûr de bien comprendre, le cerveau mettait le moteur en marche. Exactement. Avant même que le pilote conscient ne se dise « tiens, je vais partir ». C'est ça le cœur du problème. Le « je décide » arrive après que le cerveau a déjà lancé le processus. Mais attends, cette expérience de Libet, elle a été super débattue depuis, non ? Certains disent que ce potentiel, ce n'est pas vraiment la décision, mais juste une sorte de bruit de fond neuronal. Absolument. C'est une objection importante, et les sources en parlent. Les expériences ont été affinées, contestées, oui. Mais même avec toutes ces critiques, le fond reste le même. Aucune expérience n'a jamais réussi à montrer que la conscience est la source première de nos actions. D'accord. Le neuroscientifique Samaris, qui est une de nos sources principales, il résume ça de manière assez cash. Pour lui, on est des marionnettes biochimiques. Ouch, marionnette biochimique, ça ne vend pas du rêve, franchement. C'est un peu déprimant comme idée. On perd toute dignité, non ? C'est une réaction normale. Mais Harris précise... Nos pensées, nos intentions, elles sont réelles, elles sont importantes. Simplement, elles émergent de causes très profondes. Notre biologie, notre histoire, sur lesquelles on n'a pas de contrôle conscient. Ok. Et une autre source, Rupert Spira, apporte une nuance que je trouve très juste. Il dit qu'il y a bien une pensée de choix.
La pensée « je préfère le thé au café » apparaît, ça c'est un fait. Oui, Mais il n'y a pas de choisisseur indépendant dans un QG dans notre tête qui prendrait cette décision. L'idée d'un acteur, d'un moi qui choisit, c'est une autre pensée qui arrive après coup. ah, c'est une pensée qui commente l'action. Voilà. Il la compare à un clown qui vient saluer à la fin du spectacle alors qu'il n'a pas du tout participé à la pièce. L'image du clown est parfaite, parce que si le choisisseur est un imposteur, alors qui est aux commandes ? Ça nous amène à questionner non plus le libre arbitre, mais l'arbitre lui-même. On touche au cœur du sujet là. Plusieurs sources, comme Didier Weiss, suggèrent que le vrai débat n'est pas « avons-nous le libre arbitre ?», mais plutôt « qui est ce nous qui est censé l'avoir ?» D'accord ? Et Didier Weiss, il propose un renversement fascinant. Ce n'est pas la personne qui a le libre arbitre, c'est l'impression de libre arbitre qui crée l'idée d'une personne. Waouh ! Ça, il faut que je digère un peu. L'impression de choisir crée le moi. Pense-y. Comment on se définit ? On se définit par nos choix. Je suis celui qui a fait ses études, qui vit dans cette ville, qui est avec cette personne. Notre identité, c'est une histoire qu'on se raconte bâtie sur des décisions. Oui, bien sûr. Si tu réalises que ces décisions ne sont pas prises par un moi central, mais qu'elles sont juste apparues, alors l'histoire que tu te racontes sur toi-même, elle commence à se dissoudre. Donc on serait des sortes d'ordinateurs, hyper sophistiqués, chacun avec son programme. C'est Ramesh Balsekar qui utilise cette analogie, je crois. Oui, exactement. Il compare l'être humain à un ordinateur programmé par ses gènes, son conditionnement. Une information entre, une parole, une image, et l'organisme cerveau réagit instantanément selon son programme. Et ce qu'on appelle « mon choix », c'est juste cette réaction. C'est ça. Et l'ego, ce sentiment du moi, c'est l'instance qui surgit juste après et qui dit « Ah, c'est moi qui ai fait ça. C'est ma réussite » ou « c'est ma faute ». Il s'approprie l'action. C'est le clown de tout à l'heure. Ça change complètement la vision du self-made man, cette idée que chacun est l'architecte de sa propre vie. Si on suit cette logique, personne ne se fait tout seul. Absolument pas. Et ça nous mène au concept crucial d'interdépendance. Un psychiatre, dans une des sources, l'explique très bien. Notre personnalité, ce n'est pas un choix, non. C'est le résultat d'une infinité d'interactions complexes entre notre biologie, notre environnement, nos relations, depuis notre conception. On n'est pas des individus isolés qui agissent sur le monde, on fait partie d'un réseau immense de causes et d'effets. C'est ce qu'on appelle parfois la vision non duelle. Concrètement, ça veut dire qu'il n'y a plus de séparation entre moi et le reste. C'est exactement ça. La vision par défaut, c'est la vision duelle. Il y a moi ici et le monde dehors. La vision non duelle, c'est la réalisation que cette séparation est une construction mentale. Une action, ce n'est pas une impulsion qui vient de moi, mais comme le dit une source, c'est le fruit d'une infinité de collaborations de l'univers entier. Ok, mais je reviens à ma première réaction. Si on est aux commandes de rien, si c'est l'univers qui agit à travers nous, c'est hyper angoissant, non ? Ça ne mène pas direct au fatalisme, au « à quoi bon faire un effort ?» C'est l'objection numéro 1, et elle est légitime. Mais c'est là que Spinoza, encore une fois, est génial. Il fait une distinction essentielle entre le déterminisme et le fatalisme. Ah oui, le fatalisme, c'est passif. C'est « quoi que je fasse, ça ne changera rien, donc je ne fais rien ». C'est une erreur de logique. Le déterminisme dit simplement que chaque effet a une cause. Et tes actions, tes efforts, ils comptent énormément. Ils font partie de la chaîne des causes qui vont déterminer le futur. Donc, la vraie liberté, selon Spinoza, ce n'est pas de sortir de cette chaîne de causes, ce qui est impossible, mais de la comprendre. Précisément, la liberté, c'est l'intelligence de la nécessité. Comprendre les causes qui nous animent, loin de nous paralyser, ça augmente ce qu'il appelle notre puissance d'agir. Savoir que je suis irritable quand j'ai faim me rend plus libre, pas moins. Je peux agir sur cette cause. Et cette compréhension produit de la joie, dit-il ? Oui, une joie profonde. Et au-delà de la joie personnelle, les implications morales, psychologiques, sont immenses. Elles sont profondes, oui. Samaris insiste beaucoup là-dessus. Pour lui, voir l'absence de libre arbitre, ça cultive la compassion. Prends un criminel. Ok. Si on le voit non pas comme un monstre autonome, mais comme le produit malchanceux de ses gènes, de son enfance, de son environnement, alors la logique de la haine, de la vengeance s'effondre. Bien sûr, ça ne veut pas dire qu'on excuse tout et qu'on le laisse en liberté. La protection de la société reste la priorité.
Voilà. On passe d'une logique de rétribution, tu mérites de souffrir, à une logique de prévention et de réhabilitation. On ne hait plus la personne, on reconnaît la dangerosité et on cherche à comprendre les causes. La question n'est plus est-ce qu'il est méchant, mais qu'est-ce qui a mené à cet acte et comment on peut changer ça ? Et sur un plan plus personnel, pour nous tous, c'est une libération aussi, non? Je pense au poids de la culpabilité, des regrets. C'est une libération immense. Comme l'explique une source, on n'a plus à se blâmer pour nos mauvais choix. Pourquoi ? Parce qu'au moment T, avec notre état, notre conditionnement, les infos qu'on avait, on n'aurait pas pu agir autrement. L'action qui a eu lieu était la seule possible. Ça enlève un fardeau énorme. Ça ne veut pas dire qu'on n'apprend pas pour la prochaine fois, mais ça enlève le remords toxique. Et l'inverse est vrai pour nos réussites, ce n'est plus un mérite personnel qui gonfle notre ego. Non, c'est plutôt le résultat d'un cocktail de circonstances favorables. Ça mène à l'humilité. Et à la gratitude aussi, on réalise la chance qu'on a eue. Finalement, le but n'est pas de devenir une marionnette passive. Pas du tout. Le but est de réaliser qu'on n'est pas ce petit ego stressé qui croit devoir tout contrôler en permanence. En cessant de s'identifier à cette hauteur imaginaire, la bataille intérieure s'arrête. La vie peut se déployer avec plus de fluidité, plus de confiance. Donc, pour résumer, ce qu'on a vu, c'est que cette notion si intuitive de libre arbitre, quand on la passe au crible de la philo et des neurosciences, elle s'effrite assez vite. Oui, et cette enquête nous a mené encore plus loin, à remettre en cause l'existence même du chef d'orchestre, de ce moi séparé qu'on croyait être. Et le paradoxe, c'est que loin de mener au désespoir, l'abandon de cette double illusion, du libre arbitre et du moi, semble ouvrir la porte à plus de compassion, à plus de paix intérieure, et finalement à une forme de liberté bien plus authentique. Une liberté qui ne serait plus de choisir, mais simplement d'être. Les sources suggèrent que chaque choix, chaque pensée, c'est l'univers entier qui conspire à travers nous. Alors, je laisse cette dernière question en suspens, et si la liberté ultime, ce n'était pas de pouvoir choisir sa prochaine action, mais d'être libéré de l'entité même qui croit avoir besoin de choisir ?